Bonjour, je crois qu'il est temps de commencer cette journée et en l'absence de Thomas Romer, administrateur du Collège de France, j'ai l'honneur donc de vous accueillir ici et de vous présenter en quelques mots très courts le programme de ce colloque. Alors autour d'une question clé de la transition écologique et environnementale qui est celle des transports et de leur évolution, pour ne pas dire de leur révolution, ce colloque est l'une de ces manifestations que les professeurs du Collège de France organisent dans le cadre de l'initiative Avenir commun durable que vous voyez tout en haut de cette diapositive, avec l'ambition d'éclairer les auditeurs, bien sûr, du Collège, mais plus généralement les citoyens, à travers une confrontation lucide, objective, de recherche et de connaissance, toutes disciplines confondues, sciences physiques et naturelles, sciences humaines et sociales. Donc sur le sujet de cette transition, et je voudrais dire quelques mots avant de passer dans le vif du sujet. Alors, hausse des prix des carburants et de l'électricité, problème d'approvisionnement en ressources fossiles, pétrole, gaz, mouvements sociaux impactant la mobilité des gens, incertitude sur la marche forcée vers le véhicule électrique, la question des transports est au cœur de la préoccupation des citoyens, des entreprises, des collectivités publiques et des gouvernements, et ce colloque, d'une certaine façon, ne pouvait pas tomber mieux. Alors, son objectif n'est pas de traiter, étudier, comprendre, expliquer cette crise. C'est une crise, malheureusement, pas conjoncturelle, mais destinée à perdurer, notamment à travers un prix de l'énergie qui va rester élevé et qui va impacter, évidemment, lourdement notre relation au transport, et même le chemin vers la mobilité propre. L'objectif, c'est plutôt, ou en même temps, de regarder au-delà, de discuter certains aspects parmi ceux qui nous ont semblé les plus pertinents. On ne couvrira probablement pas tout. Donc, certains aspects de cette révolution qui est technique, qui est économique, qui est sociale, de ce secteur majeur des sociétés humaines. Alors, révolution qui a déjà démarré d'une certaine façon, mais qui va surtout se déployer dans un futur proche, dans de nombreuses régions du monde, probablement pas dans toutes. Et donc, je voudrais remercier un certain nombre de gens ici qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Je vais remercier d'abord Jean-Marie Tarascon, que nous entendrons ce matin, avec lequel j'ai partagé l'organisation de ce programme, ainsi que tous les professeurs du Collège de France qui sont impliqués dans cette initiative Avenir commun durable, en particulier Jean Dalibard qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est justement grâce à des recherches comme celle de Jean-Marie sur les batteries électriques, notamment ici au Collège de France, mais avec plein d'autres laboratoires académiques et industriels, que la révolution de la mobilité électrique peut être envisagée. Bon, je remercie aussi Benjamin Campèche, la cheville ouvrière de notre initiative Avenir commun durable, qui a rendu ce colloque possible, en pratique. Remercier l'équipe de la Fondation du Collège de France et, enfin, l'ensemble des mécènes de l'initiative, dont vous avez la liste ici, sans lesquels nos travaux dans le domaine de la transition énergétique, écologique et environnementale n'auront peut-être pas l'ampleur et la dynamique souhaitées. Alors, quelques mots pour expliquer pourquoi nous parlons de ce sujet. Évidemment, la raison pour laquelle ce secteur semble si critique réside dans le fait qu'il est le secteur de l'économie à défossiliser en priorité, puisqu'il est, en France, vous le voyez à gauche, mais partout dans le monde, le premier émetteur de CO2. Vous voyez ici ce camembert
qui portent les émissions du transport, du bâtiment, de l'industrie, de l'agriculture, de la transformation d'énergie. Alors, il y a différents chiffres hein, dans la littérature, mais autour de 30%, on a le secteur le plus émetteur en France. Alors, permettez-moi de mentionner que j'utilise à dessein, c'est une sorte d'obsession, le terme de défossiliser et non pas décarboner, car il s'agit bien, en effet, d'essayer de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et non pas, comme on l'entend parfois, de décarboner la planète, parce que la planète, évidemment, de demain sera, même sans fossiles, carbonée, ce qui, d'ailleurs, soulève le réalisme de l'objectif répété à l'envi de zéro carbone à l'horizon 2050. Mais ce que montrent ces données, et vous pouvez regarder les données sur la partie droite de la diapositive, hein, il faut quand même véritablement en prendre conscience, c'est que dans l'ensemble des transports, ici ce sont les transports européens, c'est le transport routier qui est la plus grande contribution, et notamment la voiture individuelle à côté des camions, bien au-delà du transport maritime et du transport aérien. C'est encore plus vrai pour la France, puisque ce transport routier émet pratiquement 90%, plus de 90% des émissions de CO2 du secteur du transport. Alors c'est pour dire la responsabilité de chacun d'entre nous. Hein, vous savez, on est dans une ambiance où on a tendance à dire que c'est toujours l'autre qui doit faire un effort, mais je crois que sur la question des transports, nous devons tous faire un effort, y compris à l'échelle individuelle. La crise d'ailleurs que nous vivons montre bien à quel point il est difficile de diminuer le poids de cet usage. Alors que le contexte climatique, le réchauffement bien sûr, que nous avons tous constaté concrètement tout au long de cet été et encore cet automne, et le contexte géopolitique, l'agression de l'Ukraine par la Russie, alors que ces contextes-là constituaient une opportunité pour s'engager encore plus rapidement dans la diminution de la consommation de nos carburants fossiles, qu'avons-nous fait? Que s'est-il passé? Nous avons redémarré un peu partout en Europe des centrales à charbon. Nous avons importé du gaz de schiste des États-Unis. Et le gouvernement français, comme tout un tas d'autres gouvernements, en Espagne, en Allemagne d'ailleurs, le gouvernement français a maintenu les automobilistes dans leur habitude de consommation de ces carburants avec les différentes ristournes à la pompe. Ristournes, comme annoncé par Elisabeth Borne le 16 octobre, qui seront prolongées jusqu'à bientôt, mi-novembre, et le tout depuis avril 2022 pour un coût de près de 8 milliards d'euros, qui a profité, nous dit une note du Conseil d'analyse économique, 2 fois plus aux ménages les plus aisés qu'aux ménages les plus modestes. Bon, et que dire de la panique qui s'est emparée de tous au moment du blocage des raffineries. Bref, le transport individuel et de marchandises est essentiel, c'est une trivialité. Tout indique donc que même si des stratégies de sobriété énergétique seront mises en œuvre dans le proche avenir, l'utilisation de la voiture individuelle, la civilisation de l'automobile va perdurer encore longtemps. Tous les scénarios à l'horizon 2050 inclut une augmentation considérable de la présence de l'automobile sur la Terre, et pas le contraire. L'urbanisme diffus, la dilution des populations dans les territoires et les campagnes, les habitudes individualistes dans notre relation avec la mobilité, couplées à des limites dans l'organisation des transports en commun, enfin toutes ces questions, tous ces problèmes ne permettent pas d'imaginer un monde sans voiture. Même s'il sera extrêmement difficile de se débarrasser des fossiles, évidemment parce que c'est grâce à eux que nos sociétés ont vécu et continuent de le faire un progrès absolument formidable depuis le début de la révolution industrielle, comme on peut le voir ici sur cette diapositive qui montre les corrélations entre la consommation d'énergie, ici représentée par les émissions de CO2, et la croissance du PIB, l'augmentation de l'espérance de vie, et j'aurais pu y mettre d'autres paramètres mesurant la qualité de vie
qui suivrait exactement la même courbe. Il faut absolument approfondir cette transition dans les transports en essayant de répondre sans idéologie ni démagogie aux questions suivantes. Je vous les livre sans ordre de priorité, mais ce seront donc ces questions qu'on essaiera d'aborder tout au long de la journée. Quelle place pour l'aviation, sans se limiter évidemment à la question des jets privés? Comment réussir et accélérer l'électrification du transport, routier en particulier? Quelle place pour l'hydrogène vert uniquement, bien sûr? Les biocarburants, les carburants de synthèse, notamment pour les mobilités qui sont difficiles à électrifier, comme le transport routier ou le transport aérien ou le transport maritime. Quelle politique sociale et fiscale à mettre en place pour que ces nouvelles mobilités soient accessibles au plus grand nombre, et notamment aux revenus les plus modestes? Quelle politique économique, donc, pour minimiser le coût de ces transformations qui nécessitent des investissements massifs et qui risquent de conduire, en tout cas conjoncturellement, à des pertes considérables d'emplois, et pour saisir cette opportunité pour réindustrialiser la France à plus long terme. Il faut bien mesurer la chose suivante. La dépense totale de transport en France, chiffre 2019, s'élève à 438 milliards d'euros, soit 18% du PIB, 72% de ces dépenses étant dédiées au transport routier et les ménages consacrant 15% de leur budget au transport. C'est aussi presque 1,5 million d'emplois salariés, soit 12% des salariés du secteur tertiaire marchand. C'est énorme. Quelles initiatives, industrielles et économiques également, pour limiter de nouvelles dépendances? Je pense aux besoins massifs en ressources minérales que les nouvelles technologies de l'énergie requièrent et que nous importons pour l'essentiel. Quelles nouvelles organisations des infrastructures et des déplacements dans les villes et les territoires, comme on dit aujourd'hui? Enfin, dans une double perspective historique et futuriste, qu'apprendre de l'histoire des révolutions dans les transports et qu'attendre du véhicule autonome? Voilà, comme je vous l'ai dit, ce sont toutes ces questions que je souhaitais lister aujourd'hui et qui seront plus ou moins traitées dans la journée. Vous le voyez, enfin, le chantier de la révolution des transports est énorme. Bon, le chantier de ce colloque ne l'est pas moins. Mais j'espère que vous trouverez quelques réponses à toutes ces questions dans le programme que nous vous proposons aujourd'hui. J'espère que vous serez transportés par tous nos intervenants, que je remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté la lourde charge de nous éclairer sur ce sujet. Voilà, je vous remercie. Alors, ce n'est pas coutumier, mais il s'avère que je suis amené à poursuivre avec vous, puisque dans le cadre de l'organisation de ce programme, j'arrive en première position à travers une sorte de dialogue que nous allons avoir avec Jean-Marie Tarascon, et pour commencer avec la problématique de la mobilité électrique. Donc, je me passe la parole pour la présentation suivante. Et le temps donc sur la mobilité électrique va être partagé avec Jean-Marie. Et donc je vais, d'une certaine façon, lui poser quelques questions et introduire le sujet de la mobilité électrique. Voilà. Ici, vous avez le résumé que vous avez dans votre programme. Voilà, donc s'il y a bien une transformation qui s'opère dans le transport, c'est celle du remplacement des véhicules thermiques par les véhicules électriques, à batterie surtout pour le moment, et à moindre degré, peut-être plus tard un peu plus, à hydrogène. On parlera aussi de l'hydrogène, je n'en dirai pas un mot
dans les 20 minutes qui suivent. Donc demain, on l'a dit, hein, il n'y aura plus de voitures, mais elles seront plus électriques. Ça, c'est à peu près certain. Pour ce qui concerne la France, le marché en 2021, hein, qui est d'environ 150 000 véhicules rechargeables, électriques et hybrides, pour un parc qui est autour actuellement de 600 000, hein, 600 000 voitures, sur un total, évidemment, de 40 millions de véhicules en circulation. Ça fait à peu près 1,5% aujourd'hui. Évidemment, avec une accélération des ventes qui représente aujourd'hui presque 20% du marché. Hein, c'est quand même assez considérable, du marché neuf. Dans les scénarios les plus ambitieux, je sais pas, je pense au scénario France Stratégie ou au scénario RTE, on vise de 9 millions, hein, c'est ce qu'on voit avec cette montée ici, de 9 millions de véhicules électriques à, y compris 15, peut-être un peu plus tard dans le scénario RTE, mais enfin, vous voyez, une dizaine de millions de véhicules électriques d'ici les 15 prochaines années. La tendance est la même, hein, dans le monde. Je commenterai il y a actuellement 15-16 millions de véhicules électriques sur la Terre, sur un total d'1 milliard, ça veut dire à peu près 1,5% également à l'échelle de la planète, avec un marché en 2021 qui est de l'ordre de 6 millions de véhicules, ce qui correspond à 9% des ventes totales, ce qui est aussi assez remarquable. Il faut bien savoir que sur ces 6 millions dont je viens de parler, l'Europe en représente 2,3 et la Chine 3,4, et en Chine, c'est 25% des ventes qui sont aujourd'hui électriques et rechargeables. Et je me permets quand même de rajouter cette chose ici, puisque ici, vous voyez la montée des ventes des véhicules électriques, hein, en vert foncé et vert clair, mais comme vous pouvez le voir, c'est que même en 2040, la part des véhicules thermiques va rester importante à l'échelle de la planète. À nouveau, malgré tous nos efforts, la mobilité ne sera pas à zéro émission CO2, à zéro carbone en 2040 et en 2050 à l'échelle de la planète. Certains pays feront mieux, d'autres moins bien et d'autres rien, probablement. Parlons de l'Europe. En interdisant la commercialisation des véhicules thermiques en 2035, l'Union européenne vient d'imposer, en juin 2022, à l'industrie automobile une marche forcée vers le véhicule électrique, lui demandant une transformation d'une intensité et d'une rapidité sans précédent. Trop intense et trop rapide, nous dit parfois Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Il est évident que dans un premier temps, cette transition va déboucher sur des pertes d'emplois. Différents chiffres circulent, mais je prends le chiffre de France Stratégie, plus d'une centaine de milliers d'emplois de l'industrie thermique actuelle vont disparaître assez rapidement. Néanmoins, et malgré les réactions vives de Carlos Tavares, dans ce contexte, les constructeurs français, Renault, Stellantis par exemple, ont annoncé leur intention de commercialiser entre 80 et 100% de véhicules électriques en Europe en 2030. C'est un pari assez colossal. Alors, pour compenser une partie de ces emplois, il y a une chose très importante. Il faut absolument réussir l'ambition affichée en Europe et en France d'une industrialisation forcée dans le domaine de la mobilité électrique. En localisant une partie de la fabrication des millions de véhicules à venir et surtout en produisant localement les batteries électriques qui alimentent en énergie les moteurs, notamment les batteries lithium-ion. Et les constructeurs européens, à travers une alliance européenne des batteries qui a démarré en 2018 et soutenue massivement par des milliards d'euros d'aides publiques, ont annoncé la création sur le sol européen de gigafactories pour la construction de batteries. Et ici, vous avez une liste de ces gigafactories et en bleu les pays dans lesquels elles sont localisées. Alors, évidemment, ceci n'est pas étonnant, puisque la demande en batterie lithium-ion pour de multiples applications, évidemment la mobilité électrique étant majoritaire,
va évidemment subir la même croissance exponentielle. Ça, vous comprenez très bien pourquoi le développement des batteries suit celui des véhicules électriques. Aujourd'hui, on a, je crois, de l'ordre de 200 gigawattheures de batteries qui sont construites. Et vous voyez ici une sorte de prévision en 2030 de 10 fois plus, de 2000 gigawattheures par an. Et bien sûr, ceci est très important parce que la batterie constitue une part extrêmement importante du prix du véhicule électrique. De fait, l'acteur qui va maîtriser la technologie et le marché et la production des batteries contrôle la plus grande partie de la valeur du véhicule électrique. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il faut voir la réalité, il ne faut pas se voiler la face. C'est la Chine, l'acteur principal, le premier producteur mondial de batteries, avec des entreprises comme CATL, Airways, BYD, Geely, et aujourd'hui, 75% des méga-usines de batteries mondiales sont en Chine. Alors cette question stratégique de la maîtrise de la fabrication des véhicules et des batteries est centrale, car l'électrification du transport en Europe pourrait accentuer sa désindustrialisation et créer de nouvelles dépendances dramatiques sur le long terme, sacrifiant au fond une industrie dominante aujourd'hui, celle du thermique, par une industrie dominée par d'autres pays et conduisant à un effacement supplémentaire de l'économie française et européenne. Un autre risque, bien sûr, c'est celui d'exclure de ce marché une grande partie de la population aux revenus modestes en raison du prix élevé des véhicules électriques. Il faudra plus d'une dizaine d'années pour résorber l'écart de prix entre véhicules électriques et véhicules thermiques. Malgré les importantes primes à l'achat, le gouvernement français vient aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, ces derniers temps, de passer cette prime à l'achat pour les plus modestes de 6 000 à 7 000 euros. Et il y a aussi l'extension du bouclier tarifaire aux bornes de recharge publique. Bien sûr, la montée du marché et les effets de série vont faire que le prix du véhicule électrique va baisser. En même temps, nous parlons du prix à l'achat ici, mais tout indique que sur la durée de vie du véhicule, le coût de fonctionnement du véhicule électrique est moindre que celui du véhicule thermique. Cela est vrai, cependant, attention, nous dit une étude très récente de l'ADEME, uniquement pour des voitures légères et se rechargeant à domicile et non aux bornes publiques où le coût de la recharge va être beaucoup plus cher. Mentionnons, pour terminer, le besoin d'investissement massif et rapide pour mettre en place un réseau de stations de recharge qui nécessiterait pratiquement de multiplier par 20 leur nombre d'ici 2030, et les chiffres sont à peu près aujourd'hui de l'ordre de 60 000 bornes de recharge, points de recharge en France. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ces sujets généraux et je voudrais terminer mon exposé sur des considérations plus scientifiques et techniques, là aussi à échanger avec Jean-Marie. 3 questions que je voudrais soulever. La première, c'est la question de la véritable empreinte carbone du véhicule électrique. Évidemment, c'est très important. Pas la peine de passer au véhicule électrique si son empreinte carbone n'est pas significativement différente. Et évidemment, on verra que cette empreinte carbone est certes réduite par rapport à celle des véhicules thermiques, mais sûrement pas pour devenir totalement nulle. Et bien sûr que cette réduction atteindra un niveau qui dépendra évidemment, mais cela est rarement mentionné, de l'empreinte carbone de l'énergie qu'on y met dedans. Deuxième question, je voudrais rappeler aussi quelques contraintes qui seront d'ordre purement physique. En général, les contraintes physiques, on les oublie, mais elles sont là, qui limitent les densités énergétiques des batteries, donc l'autonomie, et de même que les temps de charge. Et puis la troisième question, parler en quelques mots, mais on aura toute une conférence de Christophe Poinceau qui est là, je l'ai vu tout à l'heure, c'est de parler d'un certain nombre d'externalités négatives. Peut-être la plus importante est celle de la nécessité de quantités massives de ressources minérales, métaux divers, terres rares, etc. Et donc
possibilité, la crainte de nouvelles et fortes dépendances, ainsi que de nouveaux risques de flambée des prix et même de pénurie potentielle de ces ressources absolument indispensables. Donc, c'est de ces différents points que je voudrais illustrer maintenant. Alors, première question, celle de l'empreinte carbone. Alors, il y a quelque chose de positif dans le passage du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est quand même l'efficacité énergétique. Celle du véhicule électrique surpasse celle du véhicule thermique, sérieusement, avec des rendements qui sont de l'ordre de 60, ici c'est indiqué 74%, contre 13% pour le véhicule thermique en termes de rendement de transformation de l'énergie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut également rappeler que le véhicule électrique n'est pas, par essence, si j'ose dire, plus propre que le véhicule thermique, comme on l'entend en permanence. Ce n'est vrai, évidemment, que si l'électricité utilisée pour alimenter les batteries est effectivement bas carbone. Et je ne vais pas parler, mais il faut l'avoir en tête, des pollutions notamment invisibles, car délocalisées, comme celle, par exemple, due à l'extraction du graphite, un matériau clé des électrodes, dans les mines chinoises. La question n'est donc pas tellement que la voiture soit thermique ou électrique, mais c'est la question de l'état de carbonation de l'électricité qui est utilisée pour qu'on met dans la batterie. Alors on voit ça tout de suite sur ce type de graphe, où vous voyez que si on prend comme référence la voiture thermique de l'ordre de 200 grammes de CO2 par kilomètre, vous voyez que même avec le mix européen actuel, alors on peut penser que ce mix va évoluer vers un mix moins carboné, mais avec le mix européen actuel, on diminue très peu cette empreinte carbone sur tout le cycle de vie. On passe à environ 150 grammes par kilomètre. Ça, c'est quelque chose de très important qui est malheureusement parfois oublié. Évidemment, vous voyez que si vous avez des mix à base de, bien sûr, de fossiles, de gaz et de charbon. Et dans le cas du charbon, c'est encore pire. Donc, les pays qui fonctionnent avec du charbon n'ont aucun intérêt à passer sur le véhicule électrique avant d'avoir changé de mix électrique. Il y a le cas de la France, mais je le retrouve ici. Finalement, vous voyez que pousser aux véhicules électriques en Pologne ou en Inde actuellement, ça n'a strictement aucun intérêt, à nouveau, en raison de leur mix électrique. Même en Allemagne, même en Allemagne, on peut se poser la question aujourd'hui de la course vers les véhicules électriques, même dans un pays où malgré ses énergies renouvelables, l'Allemagne, vous savez, est un gros émetteur de CO2. Elle émet 6 fois plus de CO2 par kilowattheure produit que la France. Et donc l'électrification du transport, à nouveau, dans l'état actuel des choses, n'impactera pas énormément ces émissions de CO2 pour le transport. Évidemment, dans le cas d'un mix électrique parmi les plus vertueux, celui de la France, on divise pratiquement par 4. Enfin 3,5, les émissions, l'empreinte carbone, surtout le cycle de vie, donc fabrication, usage, gestion de fin de vie, ce qui est pour le coup significatif. Mais première remarque là-dessus, c'est que vous voyez que même avec un mix électrique à 90% décarboné, qui est celui de la France, on n'a pas zéro carbone pour le véhicule électrique. Donc,
à nouveau, il faut bien prendre conscience de cela, puisque raconter à l'envi que grâce aux véhicules électriques, le transport sera zéro carbone, c'est quelque chose qui est quand même pas tout à fait correct. C'est des choses qu'on peut discuter. Alors, juste rappeler cette chose-là. Stanislas, tu te souviens de cette courbe que nous avons produite ensemble. Rappelez que, en effet, la raison pour laquelle certains pays émettent si peu, comme la Norvège, la Suisse, la Suède, la France, de CO2, c'est la courbe bleue, alors que d'autres en produisent beaucoup. Le haut de la courbe bleue ici, Allemagne, Russie, Chine, Afrique du Sud, c'est évidemment parce que dans le premier cas, c'est le vert et le bleu, vert pour nucléaire et bleu pour l'hydroélectricité. Ce sont des pays qui ont basé leur production électrique sur l'hydroélectricité et sur l'énergie nucléaire, tandis qu'à droite, vous avez les pays qui ont un mix électrique essentiellement fondé sur les carburants fossiles et en particulier le charbon. Et donc, évidemment, dans un cadre de lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, je ne peux que répéter ce que l'Académie des sciences, à travers son comité énergie que je préside actuellement, ce que l'Académie des sciences a recommandé, à savoir, en effet, de poursuivre une politique électronucléaire importante à travers la prolongation des réacteurs actuels qui fonctionnent et la construction de nouveaux réacteurs, et même le travail sur la recherche sur les réacteurs de 4e génération, mais c'est un autre sujet. La seconde question, celle de l'autonomie des véhicules, des batteries électriques. Cette question fait aussi l'objet d'un certain nombre de fantasmes. Et là, pour le coup, c'est un cas où les lois de la physique sont un peu trop souvent oubliées. En réalité, c'est un des problèmes de ce stockage électrochimique, c'est qu'il souffre plutôt de faible densité d'énergie, à la fois volumétrique et gravimétrique. Cette courbe, je la trouve assez intéressante, puisqu'elle positionne les différentes sources d'énergie en termes en ordonnée en termes de densité d'énergie volumétrique en mégajoules par litre et en termes de densité gravimétrique en mégajoules par kilo. Alors évidemment, vous comprenez bien que pour un graphe comme ça, ce qu'il faut chercher, c'est en haut et à droite. Et qu'est-ce qu'on trouve là ? Bien sûr, on y trouve nos carburants fossiles qui ont cette magnifique propriété de concentrer dans un petit volume et dans une petite masse l'énergie. L'hydrogène, par exemple, c'est un record de densité d'énergie gravimétrique en mégajoules par kilo. Vous voyez, 120, mais évidemment, en termes de densité par volume, c'est moins bon, bien sûr, parce que c'est un gaz, ce n'est pas un liquide. Voilà, de sorte que, évidemment, sans doute nous en parlerons, mais si nous devions consommer dans nos voitures de l'hydrogène gaz, il faudrait un camion-citerne derrière chaque voiture. Et donc, je reviens ici sur la batterie, avec de l'ordre de quelques mégajoules par kilo. Les batteries, en effet, stockent 40 fois moins d'énergie à peu près par kilogramme que le pétrole et une centaine de fois moins que l'hydrogène. Et on atteint des valeurs de l'ordre de 200-250 Wh par kilogramme pour les batteries lithium-ion les plus denses. Alors, pourquoi il en est ainsi ? Ce n'est pas simplement parce qu'on n'a pas envie de le faire ou parce qu'on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des contraintes. Et je voudrais juste rappeler cette équation relativement simple que Jean-Marie nous donne dans ses nombreux cours, qui nous permet de calculer la capacité spécifique. Et le calcul
ici, purement théorique, nous dit qu'on peut, la capacité spécifique maximale qu'on peut obtenir est de l'ordre de cette valeur de 268 ampères-heure par kilogramme, ce qui fait que, finalement, quoi qu'on fasse, la densité maximale avec ces batteries lithium-ion ne vont pas... les densités maximales ne vont pas dépasser quelque chose de l'ordre de 300 Wh par kilo, à comparer avec 2500 Wh par kilo dans le cas de la voiture thermique. C'est presque un facteur 10 par rapport aux véhicules thermiques. Et bien sûr, avec cette limite, et également les contraintes de poids des véhicules, on ne peut donc pas espérer une augmentation sans limite, je dirais en termes d'autonomie, pour des petites batteries et des voitures qui seront celles qu'on aura sur nos territoires, de l'ordre de 400 km. D'une certaine façon, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle, puisque dans la très grande majorité des cas, en France par exemple, la distance parcourue par jour en moyenne est inférieure à 50 km. Voilà. On entend également régulièrement des annonces de charge rapide de quelques minutes, vous voyez ça dans la littérature régulièrement, un temps comparable à celui qui est nécessaire pour le remplissage d'un réservoir de véhicules thermiques. Bon, petit calcul rapide ici pour vous montrer que ceci n'est pas raisonnable. Je prends le cas à peu près de 270 km d'autonomie. Pour un véhicule thermique, on remplit 22 litres en 2 minutes, ça fait une sorte de vitesse de remplissage d'une centaine de kilowattheures par minute. Dans le cas d'une batterie de l'ordre de 50 kilowattheures, on arrive à des vitesses qui sont... on peut aller jusqu'à 30 minutes, en particulier avec des chargeurs à haute puissance au-dessus d'une centaine de kilowatts. On peut arriver jusqu'à 30 minutes... En plus, si on ne va pas jusqu'à 100% de charge, et d'ailleurs il ne faut pas aller à 100% de charge parce que c'est la fin qui est lente. Évidemment, avec des installations domestiques de 12 kW, c'est beaucoup plus, alors pour le coup. Mais vous voyez qu'on a 50 fois moins à peu près de vitesse de remplissage. Donc voilà. Donc faites attention quand vous lisez que quelqu'un a trouvé qu'on peut remplir en 2 minutes une grosse batterie. Ça n'existe pas. Si, on pourrait le faire. Avec des barreaux de cuivre absolument colossaux qui pourraient supporter des courants de plus de 1000 ampères sous une tension de plusieurs centaines de volts pour limiter évidemment l'échauffement, ou alors avec des câbles de liaison supraconducteurs. Mais ça, peut-être les physiciens bientôt nous découvriront les matériaux qu'il faut, mais pour le moment, ça n'existe pas. Voilà. Dernier point, il n'y aura pas de développement massif des véhicules électriques, avant-dernier point, excusez-moi, sans la mise en place d'une quantité massive de stations de recharge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire massif? Alors, j'ai pris un cas extrême. Les autoroutes. Prenons le cas des autoroutes. Sur la période 2012-2021, le trafic moyen quotidien sur une autoroute, c'est de l'ordre de 1000 voitures, 1200 voitures par heure. En période de grands week-ends de circulation, comme on en a vu cet été, je ne sais pas si vous avez entendu, on continue, malgré tous nos problèmes, à avoir 900 km de bouchons tous les week-ends, les grands week-ends d'été. Le trafic moyen, le trafic peut atteindre 10 000 voitures par heure. Voilà. Donc, quelle puissance de recharge doit-on installer le long de l'autoroute? C'est ça la question que je me suis posée à ce moment-là. Et donc, en prenant des voitures qui ont des batteries de 60 kWh, qui ont une autonomie de 250 km, en répartissant ces voitures le long de l'autoroute, en mettant des stations de recharge tous les 50 km pour les étaler, et en mettant des chargeurs à haute puissance de 120 kW pour qu'on puisse recharger en 30 minutes, eh bien on arrive à quelque chose comme ça. Il faut 2000 bornes par station. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais il va falloir les faire, ces stations.
Et ça fait qu'il faut installer une puissance de 1 gigawatt tous les 200 km. Et 1 gigawatt, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc, les week-ends de grande circulation, je vous invite à bien vérifier qu'il y a les réacteurs nucléaires le long de l'autoroute pour assurer la recherche. Dernier point, dernier sujet d'inquiétude. C'est quand même celui, je l'ai dit, de l'explosion des besoins en ressources minérales. Je voudrais en dire quelques mots. Là aussi, nous aurons un exposé par Christophe Poinceau, je l'ai dit. Comme on peut le voir ici, vous voyez qu'il y a une très grande différence entre la voiture électrique et la voiture thermique conventionnelle. On a pratiquement un rapport de l'ordre de 7-8 en besoin de ces ressources minérales, et certains métaux sont plus impactés, comme le cuivre, le lithium, bien sûr, le nickel et le manganèse. Là, tout ça étant calculé sur la base des batteries d'aujourd'hui et peut-être à très court terme, mais Jean-Marie nous racontera ce qu'on peut faire éventuellement pour traiter cette question-là. Mais vous voyez que ce n'est pas qu'une question de la voiture électrique, c'est la question de toutes les nouvelles technologies de l'énergie de demain, puisqu'on voit aussi que par rapport aux fossiles et au nucléaire, les nouvelles technologies électriques de type éolien et solaire seront aussi sérieusement impactantes en termes de besoins en ressources minérales. Donc la demande globale en ces métaux va augmenter, c'est ce qu'on voit ici dans des courbes. Vous voyez, toutes ces courbes sont exponentielles, en voiture électrique, en batterie électrique et en ressources minérales. Tout ça se suit, c'est normal. Alors, comme la France n'extrait plus rien de son sol et ne raffine pratiquement plus aucun métal, il est en tout cas inéluctable que nous allons passer à de nouvelles dépendances, en tout cas à court terme, qui vont affecter notre souveraineté économique. Et on peut voir ça ici. Vous voyez qu'en termes d'extraction, donc plusieurs pays, pas simplement la Chine pour les terres rares, mais un certain nombre de pays jouent des rôles extrêmement monopolistiques. Congo, Chili, Indonésie, Australie, pour différents métaux. Mais ce n'est pas qu'une question d'extraction, c'est aussi une question de raffinage de ces métaux. Et là, pour le coup, on voit que c'est la Chine qui occupe le secteur de l'économie du raffinage. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est, en tout cas, inquiétant pour le moins, et en tout cas à considérer. Et évidemment, c'est avec un grand intérêt, par exemple, que j'ai pu apprendre il y a quelques jours, au fond, que le groupe Imerys se lançait dans l'exploitation d'une mine de lithium dans l'Allier, qui pourrait, ça va commencer à partir de 2026-27, qui pourrait alimenter 700 000 véhicules électriques par an en lithium. Donc, il faut, je pense, réactiver une industrie de raffinage, développer une industrie aussi de récupération et de recyclage de ces divers métaux stratégiques, et enfin, soutenir les recherches visant à développer de nouvelles batteries plus éco-compatibles, plus durables, plus facilement recyclables, des batteries aussi utilisant des métaux comme le sodium pour les batteries sodium-ion et des réactifs comme l'oxygène pour les batteries métal-air qui sont plus abondants, moins chers, et enfin des batteries tout solides permettant des augmentations d'autonomie et de sécurité, aujourd'hui toutes en phase de recherche. Voilà, je conclus en disant qu'une partie des solutions est en effet dans la connaissance, la recherche fondamentale, technologique, industrielle, notamment à travers un couplage entre les laboratoires académiques et les laboratoires industriels, comme par exemple nous le faisons, Jean-Marie et moi-même, au Collège de France. Et après avoir dit tout ça, Jean-Marie, je te laisse le relais, je te passe le relais pour nous raconter cet avenir de la mobilité électrique. Merci.
Okay, bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous sur des problèmes d'actualité aussi importants que celui des batteries et bien sûr dans le contexte de transition énergétique et dans le contexte du développement durable. Alors Marc vous a planté le scénario de cette problématique de transition énergétique au niveau du transport et de la mobilité. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vous donner quand même une lueur d'espoir d'un point de vue scientifique, ce qui se fait dans les laboratoires français et mondiaux. Alors bien sûr, Marc m'a challengé, puisqu'il a adressé des problèmes, et vous demandez quelle est la science derrière tout ça. Et effectivement, dans cet exposé, je vais adresser le problème d'autonomie et de recharge dont Marc a mentionné, et je vais vous montrer finalement quelles sont les limites physiques ou les limites chimiques pour cela. Je toucherai aussi sur l'écocompatibilité des batteries, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau, la durabilité, la fiabilité, de quoi on parle, quelle est leur durée de vie, et finalement, bien sûr, terminerai sur l'abondance des matériaux et le recyclage, et spécifiquement dédié aux batteries. Donc, par conséquent, je vais essayer de vous montrer quelle est la science et l'innovation qui se fait derrière tout cela. Alors bien sûr, je ne peux pas m'empêcher, puisqu'on va parler des batteries dans tout cet exposé, de vous rappeler ce qu'est une batterie réellement, car cela sera important pour suivre le reste de cet exposé. La batterie, ce n'est rien d'autre que ce dispositif électrochimique qui est constitué de deux électrodes, et on va parler du lithium-ion, qui sont des éponges vis-à-vis du lithium. Et dans ce cas, lors de la charge et la décharge, les ions lithium vont tout simplement aller de l'électrode positive à la négative. Vous allez voir un système de rocking chair. La figure de mérite qu'on utilise, que vous utilisez dans vos portables, c'est tout simplement la variation du potentiel en fonction de la capacité. Vous avez ce genre de courbes, et ce qui est important, c'est tout simplement cette surface sous ces courbes qui est la densité d'énergie. Cette densité d'énergie, ce n'est rien d'autre finalement que le temps que vous allez avoir, votre autonomie dans votre batterie. Et cette densité d'énergie, elle est tout simplement donnée par cette simple équation, le produit du potentiel par la capacité. Comme vous voyez, il ne faut pas être sorcier pour travailler sur les batteries. D'où, bien sûr, il va falloir ajuster ces valeurs. Mais un autre paramètre qui est très important et que je veux directement vous transmettre, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous allez directement charger ou décharger, vous ne voulez pas perdre l'énergie. C'est la raison pour laquelle il va falloir une très faible polarisation entre la charge et la décharge. D'où, en tant que chimiste, notre rôle, c'est comment augmenter l'autonomie. Et pour cela, eh bien, on va pouvoir jouer sur ces deux paramètres que sont la capacité ou le potentiel. Alors, quels sont les matériaux et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui à ce niveau? Voilà. Le simple matériau, c'est un oxyde lamellaire de cobalt qui est constitué de couches directement de CO6 et de feuillets de lithium. Ça, c'est le matériau que vous avez aujourd'hui dans tous vos accumulateurs. Et il travaille sur le schéma très simple. Lorsque vous allez sortir en lithium, vous allez oxyder votre cation et vous allez libérer l'électron qui va dans le circuit extérieur. Tout ça, si vous voulez, c'est les croyances qu'on avait depuis 15 ou 20 ans. Et tout récemment, au Collège de France et dans d'autres laboratoires, on a montré finalement que l'histoire était un peu plus intéressante, car non seulement on peut dessiner des matériaux dans lesquels les cations, mais maintenant aussi les anions, que vous voyez ici, flashés en jaune, peuvent libérer des électrons. Ce qui fait qu'on peut, dans ce cas, augmenter la capacité, voire doubler la capacité. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est au niveau des chiffres, bien vous voyez ici que si je trace tout simplement la densité gravimétrique ou volumétrique en fonction du nombre d'années, eh bien, avec ces fameux matériaux qu'on appelle des lithium rich, on est en train directement de regarder 300 à 350 Wh par kilo, ou alors en volumique aux alentours de 700 à 800. Mais ça, bien sûr, ce n'est pas encore suffisant, car les constructeurs automobiles veulent des densités d'énergie volumiques, spécialement, encore plus importantes. Donc, pour ce faire, eh bien, dans ce cas, on va jouer sur d'autres types de matériaux. Ici, je vous ai mentionné le lithium FePO4. C'est un matériau qui revient dans le circuit pour des problèmes de coût, mais la technologie qui aujourd'hui soulève beaucoup d'engouement est la technologie tout solide. Cette technologie tout solide, pourquoi est-elle si intéressante sur le papier du moins? En effet, bien sûr, il y a des avantages énormes sur des problèmes de sécurité, comme le pouvoir ici. Il y a également des avantages énormes sur finalement l'énergie que vous allez pouvoir en tirer, car au niveau des configurations, on peut faire des configurations plus innovantes, passer de la simple électrode au bipolaire, mais également, surtout, c'est qu'on va remplacer le carbone qu'on a dans notre batterie à ion lithium par du lithium. Et dans ce cas, si on fait ça, eh bien, on peut obtenir
des gains de 40 à 50%. Et pour la petite histoire, je vous dirais que c'est le fait d'utiliser cette négative de lithium est très difficile, puisque il y a 25 ans de cela, puisqu'on n'arrivait pas à faire cela, et bien on est passé à la technologie lithium-ion. D'où là aussi, c'est très prometteur, mais attention. Alors bien sûr, ça crée un engouement gigantesque. Les PME fleurissent dans le monde entier, essayant de vendre des technologies tout solides, ou du moins des recherches ambitieuses. Et vous voyez que tous les fabricants de batteries eh bien, essaient aujourd'hui de faire le pari sur quelle directement start-up ils vont directement mettre leur fric. Mais ce qu'on peut voir, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas un laboratoire au monde, il n'y a pas une institution nationale, il n'y a pas un industriel qui ne travaille pas sur la batterie tout solide. N'ayez crainte, il va vous falloir encore une dizaine d'années avant de voir cette batterie tout solide, et lorsqu'elle arrivera, ce sera certainement qu'une vitrine, et elle coûtera encore beaucoup plus cher que les 60 € qui sont prédits pour des kilowattheures pour la technologie à ion lithium. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur finalement cette autonomie avec des meilleurs matériaux et, dans ce cas, une configuration de batteries différente. Maintenant, laissons passer au deuxième point que Bark a adressé, cette fameuse charge rapide. Pourquoi? Quelle est vraiment la problématique au niveau scientifique? Et au niveau scientifique, la problématique elle va s'expliquer, j'espère que vous allez la comprendre très simplement, par ces schémas. En effet, je vous ai mentionné qu'une batterie était une rocking chair, c'est-à-dire lorsque vous allez directement la charger, vous allez retirer le lithium d'une électrode et la mettre en sel de graphite. Et vous voyez que si je fais ça dans une charge lente, il n'y a aucun problème. Par contre, maintenant, si je veux accélérer ma charge, automatiquement, je vais créer une impédance supérieure. Et qu'est-ce que je vais avoir? C'est que mes courbes, notamment à la négative, eh bien, elles vont passer en dessous du potentiel de lithium. Et à ce compte-là, le lithium, il ne va plus aller dans votre matériau d'intercalation, mais il va se déposer et créer ce qu'on appelle les dendrites, d'où les aspects sécuritaires. Pour contourner ce point, eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on va tout simplement, dans ce cas, utiliser des matériaux négatifs qui ont des potentiels redox nettement plus élevés. Et ça, c'est la technologie SCIB de Toshiba, la Super Fast Charging Lithium-Ion Battery. Donc voilà une façon directement de faire cela. Ensuite, un point très très important. Lorsqu'on parle directement de puissance et d'autonomie, c'est une notion ambivalente dans le domaine des batteries. On ne peut pas avoir les deux. Pour la bonne et simple raison que si on veut une puissance, ça veut dire quoi? Vous avez des ions et des électrons. Les électrons, peu importe, on sait qu'ils sont rapides. Par contre, les ions, ils bougent très lentement. D'où il faut que leur temps de voyage, si je peux dire, soit le plus court possible. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dans ce cas, tout simplement, réduire les électrodes, réduire l'épaisseur des électrodes. D'où, effectivement, on augmente la puissance, mais au dépens de l'autonomie. Tout ça, c'est également un concept qu'il faut bien réaliser. Alors, la recharge rapide est-elle possible? Alors, effectivement, si vous prenez ces types de batteries, ces SCIB, qui sont très rechargeables, vous voyez qu'en ce cas, et regardez les densités d'énergie gravimétrique, 46 Wh par kilogramme. Effectivement, dans ce cas, on peut charger 80% en 1 minute et finalement total en 5 minutes. Par contre, si maintenant on augmente, dans ce cas, eh bien, la taille du système, eh bien, on s'aperçoit qu'on va tout simplement diminuer, comme on s'y attend, bien, cette vitesse de charge. D'où, une fois de plus, le message ici, c'est que les charges vont dépendre finalement de la taille des accumulateurs. Alors, qu'en est-il réellement? Et je rebondis sur ce que Marc vous a dit, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends des exemples concrets du véhicule électrique, et je vais prendre deux véhicules, la Zoé de Renault et la Tesla. Et ici, vous avez ce graphe dans lequel je trace la puissance en kilowatts, c'est le chargeur, le temps de charge et le pourcentage. Et vous voyez que dans ce cas, si je prends le cas directement de la Zoé, qui va être à la courbe verte, vous voyez que dans ce cas, eh bien, il va me falloir plus ou moins 45 à 50 minutes pour avoir une charge de 15 à 80%. Alors maintenant, si je prends des chargeurs super puissants, comme les chargeurs de Tesla, qui sont de 180, ou alors aujourd'hui de 140 kW, eh bien on peut arriver, bien sûr, à de meilleurs temps de charge, qui sont dans ce cas aux alentours de 25 minutes. Mais là aussi, le message est clair, c'est que finalement, eh bien, si on veut faire ces recharges complètes, eh bien, c'est totalement impossible, physiquement et chimiquement, parce que je vous ai dit que si vous allez être assez haut potentiel, vous avez le risque d'andrite.
Et c'est la raison pour laquelle les quantités d'énergie à transférer sont colossales. Et des calculs de physiciens ont montré que c'était impossible. Il y a eu un très beau article dans Le Monde qui expliquait ça clairement pour montrer que... D'où la question, c'est finalement, eh bien, il va falloir que des charges partielles, ça veut dire, comme Marc l'a annoncé, il faudra un nombre important de bornes de recharge sur, tout simplement, les véhicules, sur les autoroutes et ainsi de suite. D'où ça termine, je dirais, le point concernant la recharge. Et maintenant, on va directement aborder la question de l'écocompatibilité. Et effectivement, c'est une tendance qui s'est produite dans le domaine depuis 10 à 15 ans, de voir si on pouvait trouver des systèmes qui soient, je dirais, plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. Et ça a généré un foisonnement d'idées, de nouvelles technologies de la part des différents chimistes. Où on voit ici des technologies du type lithium-air, bien sûr, l'oxygène est relativement un bon marché, des systèmes lithium-soufre, des systèmes à flux circulant qu'on appelle redox flow, des systèmes multivalents, et ainsi de suite. Et parmi ces systèmes, il y en a un qui est la technologie sodium-ion. Et ça, c'est une technologie qui, aujourd'hui, a atteint un état de maturation, je dirais, suffisant pour rentrer sur le marché. Alors, je ne vous dirai pas grand-chose sur cette technologie, si ce n'est que la motivation, vous l'avez bien compris, le fait d'utiliser le sodium, qui est beaucoup plus abondant que le lithium, tant au niveau de la croûte terrestre qu'au niveau directement des océans. On a directement travaillé sur cette technologie dans le cadre du réseau français. Et on a développé une filière française du sodium-ion qui est basée sur des matériaux spécifiques, originaux, qui sont ces structures indiquées ici, qu'on appelle dans notre jargon du NVPF. C'est une structure polyanionique dans laquelle vous avez des canaux très gros où peut diffuser le lithium rapidement et du carbone comme électron négatif. Je ne vais pas vous faire directement le résumé de 8 ans de recherche, mais nous sommes arrivés tout simplement à développer cette technologie et vous avez ici des performances qui sont en tenue de vie de 4000 cycles et en termes de puissance qui sont, je dirais, comparables à la fameuse batterie SCIB du lithium-ion. D'où, là aussi, ce qu'il faut bien voir que cette technologie sodium-ion, eh bien, elle va être, je dirais, apporter une puissance supplémentaire au lithium-ion, mais pas d'autonomie, mais dans ce cas, l'autonomie sera moindre. L'autonomie sera moindre parce que, si vous rappelez la formule que Marc a très bien détaillée sur son transparent, eh bien, il y a le problème de la masse. Et le sodium est 3 fois plus directement lourd que le lithium. D'où automatiquement, en termes d'autonomie ou d'énergie que vous pouvez directement empaqueter dans un accumulateur, elle sera plus faible. Tout cela a construit à l'échelle française une compagnie de la nom de Tiamat qui est aujourd'hui en train directement de développer cette technologie pour la commercialiser. Et là aussi, pour la petite histoire, eh bien, pour la difficulté de lever des fonds, on a été obligé directement d'aller sous-contracter la fabrication en Chine. D'où très beau le discours sur la souveraineté française. Entre-temps, eh bien sûr, les compétiteurs ne sont pas restés directement les bras croisés. Il y a de très grands compétiteurs aujourd'hui que l'on a, notamment en Angleterre, avec Faradium, en Chine avec INA, Altis, et le dernier, qui est CATL, qui est la plus grosse compagnie aujourd'hui de lithium-ion au monde, qui s'est lancée tout simplement dans le cas du sodium-ion. D'où là aussi, le message, c'est que cette technologie sodium-ion est une complémentarité au lithium-ion, avec certainement des applications, je dirais, au niveau du réseau. Application au réseau, pourquoi? Parce que dans ce cas, eh bien, le volume n'est pas un paramètre clé. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur l'écocompatibilité. Et voyons maintenant un autre aspect qui va être sur, finalement, la durée de vie de ces batteries. Alors là aussi, c'est des points qui font souvent parler. Toutes mes batteries de portable, j'entends, après 3 ans, elles sont mortes. Eh bien, je vous dis directement qu'un aspect chimie, on contrôle parfaitement la durée de vie de ces batteries. Et vous avez ici des tests qui ont été faits sur des cellules de 1 ampère-heure par un collègue canadien, tests accélérés sur 3 ans avec des températures de 55 degrés. Il montre dans ce cas bien qu'une batterie lithium-ion peut tenir 3 millions de kilomètres, voire 25 ans. Bien sûr, dans ce cas, avec une charge-décharge à température ambiante, 25 degrés. Si vous allez à 40 degrés C, vous voyez que dans ce compte-là, le temps d'espérance est relativement faible. Et plus récemment, ces calculs ont été poussés encore plus loin, au point qu'aujourd'hui, on peut parler que le lithium-ion, c'est la batterie qui aura une durée de vie de 100 ans, si bien sûr, dans ce cas,
soyons honnêtes, on n'utilise pas des conditions trop agressives, c'est-à-dire si on limite les potentiels et les températures. D'où, voilà, si vous voulez, ce qui se passe. D'où, d'un point de vue chimie, eh bien, on maîtrise cette technologie. C'est plutôt au niveau de la manutention et de la fabrication que pour des raisons de compétition, de coûts, ainsi de suite, bien qu'on a des difficultés. Alors la question est, bien tout ça c'est bien beau, mais ça c'est ce qu'on fait très bien au niveau du laboratoire. Au niveau du laboratoire, on a toutes les technologies, toutes les techniques in situ pour nous permettre d'aller voir finalement ou de rentrer dans la vie privée de la batterie, savoir ce qui se passe au niveau des électrodes de manière in situ. Par contre, si on parle maintenant au niveau du véhicule électrique, eh bien dans ce cas, la batterie, le pack, le module, ça reste des boîtes noires dont on ne sait pas du tout quelle est leur durée de vie, quel est leur degré de pénibilité, et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien, on va, dans ce cas, étudier des différentes méthodes pour aller finalement prospecter l'intérieur des batteries ou des modules de véhicules électriques. Ce que j'appellerais, regardez, des systèmes intégrés. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, aujourd'hui, il y a une demande essentielle, importante pour faire cela. Tout d'abord, on veut assurer la double vie de la batterie. Deuxième chose, dans le cas du véhicule électrique d'aujourd'hui, pour des problèmes de sécurité, il faut que vous réalisiez qu'on n'utilise que seulement 75% de la capacité de ces batteries. Et enfin, il y a une troisième application qui devient très importante avec les énergies renouvelables, c'est le fait de pouvoir penser, utiliser directement les batteries pour absorber, je dirais, l'énergie des grilles lorsque nécessaire et pouvoir les restituer par la suite. Et tout cela, eh bien, j'espère que vous comprendiez que ça demande une meilleure traçabilité, une meilleure connaissance sur la durée de vie et l'état de santé de ces batteries. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va tout simplement essayer d'injecter de l'intelligence à l'intérieur de ce système pour savoir quel est leur temps d'espérance et leur durée de vie. Bien, ça, c'est des recherches qu'on a entreprises au Collège de France il y a de cela 4 ou 5 ans maintenant, où on va y mettre, grâce à une ingénierie optique, on va utiliser les fibres optiques que vous utilisez dans vos télécommunications, mais sur lesquelles on va aller inscrire des capteurs, qui sont des capteurs de Bragg, périodicité d'indice de réfraction sur la fibre, qu'on va aller injecter à l'intérieur. Et grâce à cela, eh bien, on a maintenant accès à tout ce qui se passe à l'intérieur de ce système et à l'intérieur des modules. En effet, on peut, grâce à ces capteurs, déterminer quelles sont les variations de température, de pression à l'intérieur de ces accumulateurs. On peut également, jusque-là inconnu, du moins au niveau du module, quels sont les paramètres thermodynamiques, que sont l'enthalpie, l'entropie, la chaleur spécifique du système. Et tout récemment, et d'ailleurs le papier va sortir dans Nature Énergie aujourd'hui, et on est arrivé pour la première fois à maintenant aller chercher la nature des espèces qui se forment à l'intérieur de ces accumulateurs. Donc voilà directement ce qu'on arrive à faire. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien pourquoi? Eh bien certainement que la vision long terme, en 2030, eh bien la batterie ne sera plus ce que vous connaissez aujourd'hui, avec 2 bornes, positives et négatives, que vous allez avoir une sortie analytique dans laquelle on va pouvoir maintenant avoir toutes les observables nécessaires pour aller contrôler la vie de ces systèmes. Cela va vous donner les paramètres clés pour améliorer votre système de gestion de batterie. Et vous allez profiter, dans ce cas, de tous les algorithmes de l'intelligence artificielle pour finalement avoir des informations beaucoup plus précieuses au niveau de votre tableau de bord. Et tout cela, je dirais, se passe, puisque aujourd'hui nous en sommes à ce point d'avoir réellement constitué déjà ces différents systèmes que nous pouvons transmettre par Wi-Fi, ainsi de suite. Tout ça, le pourquoi? Eh bien parce qu'on veut établir un passeport électronique de la batterie, savoir à l'instant T, T+1, quel est son état de santé, et ça permet d'avoir une meilleure utilisation du système, une meilleure prévisibilité, multiplier la durée de vie et augmenter la sécurité. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on fait en termes de durée de vie et augmentation. Et enfin, je terminerai cet exposé en parlant sur les aspects matériaux et les aspects recyclage. Alors, une fois de plus, on parle beaucoup de matériaux pour les batteries, mais soyons réels, factuels. De quoi parle-t-on? Donc voilà ici la constitution ou les éléments qui constituent une batterie. Vous avez le nickel, vous avez le cuivre, le cobalt, le graphite, enfin voilà tous les éléments. Alors maintenant,
quelles vont être les demandes dans le futur. Avec les projections dont Marc a projetées, où on était à peu près à 500 GWh, et on veut passer entre 2000 et 3000. Bien, voilà les résultats. C'est-à-dire que si on veut directement, et ce qu'on veut, c'est-à-dire on fera, on devra avoir un matériau de cathode supérieur à 4 millions de tonnes, et au niveau du lithium, on passe de 38 000 tonnes à 280 000 tonnes. Et là, ce que je parle bien, c'est un lithium métal. Je vous mentionnerai pour ça pourquoi. Donc voilà directement ce qu'il faut. Maintenant, si on regarde les matériaux critiques que sont le nickel, le cobalt, le lithium, quels sont les chiffres? Bien, sur ce transparent, je vous montre ici, sur l'axe X, les Y, excusez-moi, le nombre de tonnes de cobalt, nombre de tonnes de nickel et nombre de tonnes directement de lithium. Alors, vous voyez ici, le chiffre est de 1 400 000, parce que dans ce cas, ce n'est pas lithium métal, comme j'avais présenté auparavant, c'est un lithium carbonate, vous avez le rapport 14-74. Et vous voyez que, dans ce cas, les quantités sont relativement colossales. Ce qui est intéressant, c'est les courbes en rouge. Ces courbes en rouge montrent, finalement, parmi la production des métaux, quel pourcentage va être utilisé pour les batteries. Et si je prends le cas du lithium, et vous voyez directement qu'en 2030, parmi tout le lithium qui sera produit, 90% sera utilisé pour les batteries. Pour le nickel, vous avez 30%, et pour le cobalt, vous avez 70%. Et c'est pour ça que les recherches aujourd'hui sur les matériaux d'électrode tentent d'abaisser considérablement le taux de cobalt dans nos matériaux d'électrode. Et ce qui est important, c'est que Marc vous a parlé des gigafactories. Bien, aujourd'hui, ces gigafactories importent 98% des matériaux nécessaires à la fabrication des batteries et 100% des éléments ou des machines d'assemblage de la Corée ou de l'Asie. Donc là aussi, vous voyez, construire une gigafactory ne va pas vous apporter la souveraineté du jour au lendemain. Enfin, il y a de ces demandes en lithium. La question, c'est d'où vient le lithium? Quelles sont nos chances d'en avoir davantage, ainsi de suite. Et là, j'ai essayé de faire un transparent pour résumer un peu l'histoire du lithium, puisque vous lisez certainement beaucoup d'articles dans les journaux aujourd'hui. Bien, le lithium, finalement, ce n'est pas compliqué, il y a deux sources. C'est tout simplement les salars, et ça vous trouvez beaucoup en Argentine, au Chili, ainsi de suite, et vous avez les minerais, c'est-à-dire que dans ce compte-là, vous trouvez le lithium dans des minerais de type silicate, comme indiqué ici. Quels sont les producteurs de lithium aujourd'hui? Vous avez la Bolivie, le Chili, l'Argentine, les États-Unis et la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine a 10%, elle n'a pas 10% de lithium, mais c'est elle qui va raffiner le lithium. C'est-à-dire qu'on envoie nos minerais en Chine pour les faire raffiner. Et vous voyez là aussi le coût CO2. Alors bien sûr, on se réjouit à l'heure actuelle de trouver en Europe maintenant pas mal de gisements, notamment le gisement qui a été directement trouvé dans l'Allier, où là aussi on part directement de 700 000 véhicules, comme Marc a mentionné, et des études BRGM estiment que le potentiel est encore plus important, et je pense que Christophe Poinçon nous mentionnera cela cet après-midi. Donc voilà directement ce qu'on fait au niveau des minerais, et ainsi de suite. Mais une chance que l'on a, c'est qu'également, on peut envisager le recyclage. Et là aussi, c'est des choses qu'on ne parle pas assez, car c'est vraiment une problématique importante. Et pour souligner l'importance de cela, eh bien, je mentionnerai tout simplement l'histoire des plastiques. L'histoire des plastiques, dans les années 1900, le plastique, c'était la révolution, le rêve. On pouvait directement envisager toutes les propriétés, toutes les applications, ainsi de suite. Il se trouve que 100 ans après, eh bien, tout simplement, ça devient une problématique au niveau de la pollution. Donc la question que je vous pose, veut-on en faire la même chose dans le cas des batteries? C'est-à-dire qu'en 100 ans, on se dira où est-ce qu'on va loger nos batteries, ainsi de suite. Eh bien, je pense que dans ce cas, il faut réaliser que les batteries, les gigafactories sont là, et il faut agir rapidement dans ce recyclage. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Eh bien, là aussi, il faut, je dirais, une recherche drastique, une innovation drastique au niveau des procédés de recyclage. Car on utilise des procédés, je dirais, de vieille époque, la pyrométallurgie, dans laquelle on va utiliser des énergies considérables en température, ou l'hydrométallurgie, dans laquelle on va utiliser des quantités relativement importantes de solvants. Ces deux, eh bien, ne sont pas du tout vertueuses vis-à-vis du CO2 et de l'émission de CO2. Donc définitivement,
au jour d'aujourd'hui, on est en train de favoriser des circuits courts dans lesquels eh bien, on n'aura plus à tout simplement prendre les batteries, les broyer, ainsi de suite, mais on essaie tout simplement de récupérer les électrodes et de pouvoir faire des traitements sur l'électrode sans la déformer, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on fait. Alors une vision encore plus longue, mais bien sûr, qui certes prendra du temps, c'est tout simplement de repenser aussi la configuration de ces cellules. Ça fait plus de 100 ans qu'on construit des bobinaux de batteries. Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour penser à configurer une batterie du type Lego pour améliorer ces problèmes de recyclage? Donc voilà, si vous voulez, toutes les réflexions, toute la science, toute l'innovation qui va derrière tout ça. Alors ensuite, bon, si on fait tout cela, il faut bien que vous réalisiez qu'on ne les fait pas pour se faire plaisir, mais on le fait tout simplement dans le contexte européen. Et dans le contexte européen, je tiens à vous souligner, vous présenter quand même l'Europe des batteries et le nouveau cadre législatif. Et vous allez retrouver ici tous les points que je vous ai mentionnés. Tout d'abord, l'empreinte CO2. Eh bien, en 2026 ou en 2027, il faudra tout simplement, sur chaque batterie, avoir l'empreinte CO2 et avoir, en 2027, des taux maximaux de CO2. Au niveau des matériaux recyclés, là aussi, regardez, en 2030, eh bien, il faudra que toute nouvelle batterie ait au moins X% de nickel recyclé, de lithium recyclé ou de cobalt recyclé. Et enfin, le dernier point du passeport électronique, eh bien, en 2026, c'est un rêve de l'Europe, ils veulent avoir un passeport électronique. Donc voilà directement ce qui se passe. Au niveau du véhicule électrique, Marc l'a mentionné, l'Europe, je dirais, affiche des limites qui sont parfois peu réalisables. Et voilà directement quelles sont les projections en termes de CO2 pour le véhicule électrique, où on passerait de 130 grammes pour arriver à 59 grammes par kilomètre. De tout cela, pour directement conclure sur le point que les souhaits de l'Europe sont certes intéressants, mais malheureusement, ils ne vous donnent pas les pistes technologiques ou le circuit technologique pour réussir dans cela. Et surtout dans le temps qui nous est imparti. D'où là aussi, l'innovation dont je vous ai parlé, ainsi de suite, prend du temps et demande quelques années de maturation avant de pouvoir mettre ça directement sur le marché. D'où sur ce, écoutez, je voudrais vous remercier pour votre attention et en espérant de vous avoir éclairci sur certains problèmes. Merci.